Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, nous parlons d'une migration d'un data lake un peu traditionnel vers un lakehouse moderne dans le cloud, dans le contexte des jeux mobiles. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, merci d'être là tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. Merci de vous abonner. On est là sur Apple Podcast, sur YouTube, sur toutes les bonnes applications de podcast. En gros, si le podcast AWS en français est dans votre app de podcast, c'est que c'est une bonne application de podcast. Une série d'épisodes enregistrés au Summit AWS à Paris. C'était le 9 avril au Palais des Congrès. Vous entendez un peu de bruit de fond derrière nous. C'est parce que nous avions un studio sur le salon d'exposition. Et donc, il y a des gens qui passent, qui regardent, qui peuvent nous écouter également. Mais ça me permet de rencontrer des clients qui ont des sessions pendant le Summit. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Hussein Awala. Tu es Senior Data Engineer de la partie Ad Network chez Voodoo. Ça fait beaucoup de buzzwords Ad Network chez Voodoo. On va commencer par la question bateau. Voodoo, c'est quoi ? Bonjour Sébastien. Voodoo est une entreprise française spécialisée dans le développement et l'édition d'applications et de jeux mobiles avec plus de 8 milliards de téléchargements et plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle est devenue l'un des meilleurs éditeurs mondiaux depuis 2018. Donc vous éditez des jeux qui sont disponibles sur Android et sur iOS. Effectivement. L'un par exemple des meilleurs jeux, c'est Mob Control qui est utilisé par beaucoup de Français. Et on a aussi des applications qui ne sont pas de jeux. Par exemple, récemment, on a que l'application de social media Beryl, qui est beaucoup utilisée en France, aux États-Unis, au Japon, et avec beaucoup d'autres applications comme Wimoms, Wiz, qui sont plus utilisées aux États-Unis. J'ai des ados à la maison, ils sont complètement fans de BeReal, c'est cette application où on doit prendre des photos à certains moments de la journée, et des photos avant-arrière, c'est ça, hein, où on voit les deux côtés du téléphone. C'est trop cool l'application. C'est assez addictif, je peux te dire. Donc ça appartient à Voodoo également. Et alors dans Voodoo, il y a plein de business units différentes, mais toi tu es dans la partie Ad Network. C'est quoi Ad Network ? Ouais, c'est ça. Donc Ad Network, c'est un peu loin du métier principal de Voodoo. L'Ad Network, c'est un produit des enchères en temps réel et c'est un produit qui connecte les annonceurs aux applications mobiles souhaitant héberger des publicités. Ça peut être Voodoo comme éditeur ou d'autres. Et pour les clients, ça peut être aussi Voodoo ou autres. Donc, on a de clients externes et on a des clients internes qui sont les autres équipes de Voodoo pour la publication de publicité et aussi pour tout ce qui est promotion et promouvoir des campagnes publicitaires. Vos applications sont essentiellement gratuites. Le business model, c'est de vendre de la pub. Et donc, quand je joue à une application Voodoo et qu'il y a une pub qui s'affiche pour moi, ces espaces, ces encarts publicitaires sont vendus dynamiquement en un jeu d'enchères ? Ouais, je peux te donner un peu de contexte sur les enchères en temps réel. Donc déjà, il existe plusieurs modèles pour monétiser une application mobile. Il y a le modèle par abonnement où l'application ne fonctionne qu'avec un abonnement payant. Il y a le modèle de freemium en proposant une version de base gratuite et une version premium payante avec de fonctionnalités avancées. Il y a le modèle des achats in-app et le modèle du publicité in-app qui est liée à ces sujets d'enchères en temps réel. Et là, votre métier ou ton métier, c'est de donner la bonne pub au bon utilisateur au bon moment. Voilà, donc pour publier une publicité à une application, d'abord l'application mobile réclame une publicité d'un certain type. Par type, je veux dire une publicité vocale, une vidéo, une photo ou même une publicité jouable à un fournisseur de publicité. Le fournisseur propose un enchère à plusieurs annonceurs. Chaque annonceur analyse les profils de l'utilisateur et les campagnes publicitaires qu'il souhaite promouvoir. Il répond ensuite en proposant une publicité et un prix d'achat. Le fournisseur ensuite fournit à l'application la publicité qui a le prix d'achat les plus élevés. Beaucoup des annonceurs n'ont pas la capacité de développer ce type de service pour faire le enchère en temps réel. Oui, j'imagine bien. Ils utilisent donc un service comme le nôtre pour promouvoir leur campagne publicitaire. Et votre service est uniquement disponible aux applications Voodoo ou vous le vendez pour d'autres éditeurs de jeux ou d'autres éditeurs d'applications également ? Ouais, donc on est connecté à des services de médiation. Si les applications sont connectées à ces
services de médiation, on publie nos publicités sur ces applications. Donc, les projets ont commencé en exclusif juste pour les applications Voodoo, mais on scale aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir les publicités sur des apps externes. Et c'était un des objectifs pour la migration vers cette architecture, parce que l'ouverture aux applications externes vient avec beaucoup d'augmentation de quantité de données. Donc, on était obligé à améliorer notre architecture de données pour supporter le nouveau volume de données. Oui, pour pouvoir vendre la bonne pub au bon endroit, au bon moment, il faut connaître pas mal de données sur les utilisateurs aussi, de façon anonymisée, etc. Et évidemment, mais savoir que je suis un homme blanc, middle age, que j'ai des intérêts dans ceci, cela. Donc ça fait énormément de données à collecter. Donc un des points de départ, c'était vous ouvrir à d'autres éditeurs d'applications. Mais c'était quoi le challenge métier qui a déclenché ce projet? Normalement, notre plateforme de données a deux objectifs importants. La première, c'est enrichir le dashboard d'analytics pour surveiller les performances de notre produit de real-time bidding et aussi détecter toutes les anomalies. L'autre objectif, c'est la création de profils de nos utilisateurs que nous pouvons utiliser en temps réel par les modèles de machine learning pour recommander des publicités qui pourraient intéresser ces utilisateurs et bien sûr choisir les prix d'achat. Donc, plus nos données sont fraîches, plus rapidement nous pouvons détecter les anomalies et faire de meilleures recommandations publicitaires. Donc, le challenge et les problèmes que nous avions sur l'architecture, c'était la latence élevée et qui a entraîné beaucoup de retard sur les dashboards et sur la création de features de machine learning. Donc, il y avait un impact sur la perf de notre produit et la détection des anomalies. Et l'autre aussi était le besoin de scale, parce qu'on a déjà atteint les limites de notre architecture, donc on ne pouvait pas de scale notre plateforme de données pour, par exemple, intégrer de nouvelles sources de données, augmenter le fenêtre temporel de features de machine learning, ou même aussi augmenter la rétention, la période de conservation de nos données, parce que on avait des challenges pour appliquer les traitements RGDP, et aussi en tout cas pour faire le traitement sur une période plus longue. Quand tu dis la latence, c'est la latence des dashboards, mais il y a aussi la latence du bidding qui se fait en temps réel. Non, c'est plutôt les temps d'exécution de requêtes pour faire le calcul de nos features de machine learning et aussi la latence pour la création de tables agrégées contenant les informations d'analytics qui sont affichées sur les dashboards. Parce que le projet il est splitté en deux parties. Il y a la partie real-time qui est de services API exposés aux services de médiation. Et cette partie, il n'y a que de bases de données partagées avec la plateforme des données. Par contre, ces bases de données sont alimentées par le traitement en batch. Donc, quand je dis plateforme de données, c'est les traitements de batch avec des services comme Redshift, Athena, Spark et d'autres, et où on fait le traitement sur plusieurs étapes. Et enfin, on met les données dans des bases de données pour les exposer en temps réel. D'accord. Donc, donc c'est de l'analytique plutôt. C'est quel genre de données qu'on retrouve là-dedans? On a plusieurs sources de données. On a le SDK mobile, non SDK mobile, qui envoie des data comme l'utilisateur a ouvert l'application, il a vu ses publicités, il a cliqué sur ses publicités, avec beaucoup des autres événements pour faire le clickstream de l'utilisateur sur les applications. On a aussi le service de tracking, ça veut dire si par exemple on fait de promotion pour certaines campagnes basées sur la perf, par exemple, si on promouvoir une campagne pour une application pour inviter ou les utilisateurs à télécharger l'application. On a besoin de l'information si l'utilisateur a déjà téléchargé l'application ou pas, et si cette installation était attribuée à Voodoo ou à autre ad network. Donc, avec ces infos, on peut améliorer les recommandations publicitaires dans la future, parce qu'on peut savoir quels sont les intérêts de ces utilisateurs selon l'historique de ces actions sur les différentes applications. Alors, quelle est la solution que vous avez mise en place?
Donc, l'architecture que nous avions en 2024 était simple. Il y avait un service de collecte des données recevant les événements de SDK mobile et les services de médiation et les services de tracking et les transmettons à Firehose qui les stockait sur S3 dans une grosse table JSON. Ensuite, il y a une fonction lambda qui est trigger par le S3 event qui transforme chaque fichier JSON en plusieurs fichiers parquets, un par type d'événement. Pourquoi vous aviez une seule table JSON? On avait une seule table JSON parce que si on veut faire le split dans plusieurs tables, on devait créer plusieurs streams de Firehose. Donc, pour chaque nouveau événement, on devait passer par un lifecycle d'infrastructure pour la création et aussi la création de ces tables et créer des connecteurs côté Airflow pour commencer à ingérer les nouvelles données. Donc, la solution la plus simple, c'était de tout écrire dans la même table JSON et utiliser la fonction lambda pour faire le split par les types d'événements. On avait quelques champs standards communs entre tous les types d'événements qui étaient injectés par Firehose et les services de collecte des données. Mais nous avons trouvé plus tard que cette architecture, cette partie de transformation avait plusieurs problèmes. Lesquels? Allons-y. Ouais. Donc déjà, Firehose, dans Firehose, il y a le vidage de buffer. On a des configurations comme la quantité de données passées ou dans les queues avant de faire les vidages. Il y a aussi les temps. Donc si par exemple on n'atteint pas le volume de données souhaité, on peut faire aussi un flash, on force un flash après 10 minutes par exemple ou 5 minutes. Donc pour améliorer la perf, on a souvent beaucoup de vidages pour éviter d'avoir des problèmes de mémoire à l'intérieur de Firehose. Et ensuite, il y avait la transformation d'un fichier JSON en plusieurs fichiers parquets. Donc en résultat, nous avions beaucoup de petits fichiers parquets. Et dans notre architecture, il y avait aussi Redshift Serverless qui traite une partie de ces données par Spectrum. Donc, pour que Spectrum traite ces données parquées, il devait lister à chaque fois tous les fichiers contenant dans une partition. Donc, on avait aussi une infrastructure Redshift Serverless dans notre plateforme. Avec deux workgroups différents, un workgroup pour les workload analytics et autre workgroup pour les workloads de machine learning avec de data sharing entre les deux. On avait aussi Spectrum qui est un moteur qui permet d'utiliser des tables externes à Redshift pour faire des jointures avec des tables internes pour enrichir ces tables. Donc, on peut les considérer comme un federated engine dans Redshift pour accéder aux tables externes. Donc, on a utilisé Spectrum pour traiter une partie des données parquées. Et vu qu'il y avait beaucoup de petits fichiers, Spectrum à chaque fois devait lister les fichiers parqués sur S3 et ouvrir une buffer pour chaque fichier, ce qui dégradait la performance des Spectrum et qui a fait beaucoup de retard sur les traitements de Redshift. Ouais, tout ça, ça augmentait à la latence dont tu parlais, le temps qu'il faut pour avoir les données disponibles dans le data lake. Bah voilà. Et on avait aussi des autres problèmes, par exemple, pour les données qui étaient scannées par Spectrum sont des données qui étaient stockées pendant 1 mois sur S3 et supprimées plus tard par un lifecycle pour rester compliant au GDPR. Et l'autre partie était chargée dans des tables internes de l'Iceberg. Et pour une conservation à long terme avec un traitement trop compliqué et trop cher lié au RGDP dans Redshift. Et ça, c'est tout ce que tu décris, je le répète, si vous avez loupé cette phrase-là il y a 2 minutes, c'est la situation avant. C'était l'ancienne architecture. Ouais. C'est la situation avant. Donc, cette architecture avait plusieurs problèmes. Le premier problème était les latences élevées de requêtes. Ouais. Donc, qui entraînaient de retards importants sur le table analytics et les calculs de features de machine learning qui sont importants pour améliorer la perf de notre produit, où certains pipelines étaient calculés en plus de 9 heures. Les deuxièmes étaient les coûts globaux, où les coûts d'infrastructure a commencé à augmenter d'une manière exponentielle avec l'augmentation de la complexité de nos requêtes. Et il y avait le coût de maintenance qui est devenu aussi trop élevé, notamment par la gestion de schémas de tables externes qui étaient le table parquet traité par Spectrum.
Le troisième était les besoins de scale pour intégrer de nouvelles sources de données, comme j'expliquais au début, et aussi d'augmenter les fenêtres temporelles des features de machine learning. Et vu que nous avions déjà atteint les limites de notre infrastructure et que l'autoscaling de Redshift Serverless n'était pas efficace pour notre cas, donc on était très limité, on ne pouvait pas intégrer de nouvelles sources de données. Donc, Alors, avec quoi vous êtes venu, quelle est la solution de remplacement ou comment vous avez pensé la nouvelle solution? Ouais, au début, nous avons envisagé de migrer vers un grand cluster Redshift provisionné, mais nous avons réalisé qu'il fallait optimiser l'architecture de gauche à droite, en commençant par de l'ingestion des données. Voilà, par les données brutes. Et donc, la première étape consistait à stocker toutes les données brutes en format Iceberg sur S3 et faire les transformations de fichiers JSON en Iceberg via une application Spark. Et après, appliquer directement le traitement RGDP sur les données sur S3 où Iceberg supporte les opérations delete et update. D'insert et d'update et voilà, delete, qui n'étaient pas supportées par Parquet. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir choisi Apache Iceberg, ça vous permet de modifier les données sur S3 alors que sur Parquet brut, vous ne pouviez pas le faire. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit on a une application Spark. Donc Spark, c'est un framework de traitement de données. Il tourne où? Vous avez un cluster EMR pour Spark? Spark, c'est un moteur d'analyse distribué utilisé pour les workloads de Big Data. Il est connu par sa capacité de volabilité et son faible coût. Donc, pour le choix des techno Spark, on a discuté plusieurs choix. Il y avait des équipes chez Voodoo qui utilisent EMR Serverless pour les applications Spark. On avait aussi l'autre choix qui est EMR sur EKS. Et il y avait en tout cas EMR provisionné, c'est un cluster Yarn provisionné qui est un peu limité au niveau de scalabilité, mais qui est très fort pour tout ce qui est requêtes interactives. Donc, on avait fait un POC pour deux services de EMR Serverless et EMR sur EKS. Et aussi, on avait un troisième choix qui était Spark Open Source, mais sur EKS. Mais sans passer par l'API de... Oui, c'est ça, gérez vous-même. Alors, c'est à vous d'installer Spark Open Source, etc. dans Kubernetes. Oui, c'est ça. Donc, Serverless n'était pas mal, mais... c'était trop simple, mais trop cher pour nos cas d'usage. C'est très bien pour les équipes qui n'ont pas des experts en Spark. Par contre, on a fini par une comparaison entre Spark sur EKS et Spark et EMR sur EKS. Donc, nous avons testé le EMR sur EKS sur des applications qui traitent de fichiers Parquet. On a vu une très grande différence dans la perf parce que le runtime EMR il est très optimisé pour tout ce qui est Parquet parce qu'il n'utilise pas le même committer et le même reader de Parquet utilisé dans la version open source. Ce sont des packages développés par AWS. Spécialement optimisés pour lire des données Parquet sur S3. Ouais, c'est ça. Et aussi même pour JSON. Par contre, quand on vient sur la partie Iceberg, nous n'avons pas trouvé une grande différence parce que les deux utilisent les mêmes reader, les mêmes files I/O open source et aussi pareil pour les catalogues. Donc on a trouvé que juste EMR, ce qui fait EMR, c'est des optimisations de configuration par défaut. Mais vu qu'on maîtrise bien Spark et qu'on a les expertises pour optimiser et fine-tune le job nous-mêmes, on a préféré de réduire les coûts des licences de EMR et d'utiliser des Spark open source qui nous donnaient aussi de la flexibilité sur les choix de la version de Spark, de aussi réduire la taille de l'image Docker parce que l'image Docker de EMR sur EKS vient avec beaucoup de packages comme Iceberg, Udi, Delta et avec de Python aussi dedans. Donc, si on n'utilise pas tous ces packages dans l'image Docker, ça réduit beaucoup les tailles de l'image Docker et ça accélère un peu le provisioning de Job Spark. Et donc, ça travaille dans votre objectif de latence, de réduction de la latence que tu as mentionné. Donc, je reviens sur l'ingestion. Il y a les données qui arrivent Parquet. Il y a un job Spark qui se déclenche pour transformer en Iceberg. Et puis... Oui, donc
on avait déjà les données en format Iceberg sur Astroa. On a décidé d'appliquer directement le GDPR à ces données. Et après, on a décidé aussi de profiter de fonctionnalités de Iceberg, comme le compactage des fichiers des données et l'indexation de ces fichiers dans la structure des métadonnées de Iceberg pour réduire les coûts Astroa et améliorer la planification des requêtes qui nous aide à réduire la latence et le temps d'exécution de nos requêtes. Donc, en un mois et demi, plusieurs pipelines ont été transférés de Redshift vers Spark, réduisant la charge de Redshift et laissant des ressources pour les autres requêtes. La latence est diminuée de 30% et les coûts globaux ont diminué d'environ 20%. 30% en moins de latence, 20% en moins de coûts par cette réarchitecture. C'est quoi les principaux facteurs qui ont réduit la latence? C'est le choix de Spark? C'est le Iceberg tout d'abord, c'est Iceberg au ouais. début. Oui, parce c'est que, ça, la possibilité ouais. de modifier les données sur S3. Et c'est aussi la structure des métadonnées. Donc, comment ça fonctionne Iceberg? Ça crée de métadonnées pour les fichiers. Ça veut dire, si on veut par exemple traiter de tables parquet, Spark ou les moteurs, quels que soient les moteurs, il commence d'abord par lister, par lancer une opération des listes sur Astroa pour savoir quels sont les fichiers sur Astroa. Après, il ouvre de buffer pour la lecture de chaque fichier pour taper sur les footers des parquets. Dans les footers, on a souvent de metadata pour faire le data skipping. On a les minimums, les maximums, l'average, tous ces métadonnées pour les fichiers. Si on a un filtre, par exemple, âge est plus grand à 30, ce qu'il fait, le moteur SQL, il lit les footers de chaque fichier, il compare si l'âge est plus grand que le max de fichiers, il saute le traitement de ces fichiers parce qu'il connaît déjà que le filtre ne va pas trouver de données dans ces fichiers. C'est ce qu'on appelle data skipping. On réduit beaucoup avec ça. Par contre, ce qu'Iceberg fait au lieu de ça, il indexe tous les fichiers de métadonnées de fichiers et data dans sa structure de métadonnées et il ajoute aussi les statistiques de ces fichiers dans ces métadonnées. Ça veut dire si on scanne un nom des données, Iceberg lit un ou des fichiers contenant les statistiques de ce fichier. Il fait le data skipping directement en utilisant les métadonnées et il sort juste avec le liste des fichiers à scanner. Ça réduit beaucoup du temps pour les planifications de la requête, sans parler des autres optimisations comme les compactions. Parce que avec Iceberg, si on a beaucoup de trop fichiers, comme j'expliquais au début, on peut lancer une opération de maintenance, une opération d'optimisation de la table pour compacter les fichiers. Ça veut dire qu'on peut fournir un taille de fichier souhaité, disons 1 giga, et lancer l'opération de maintenance. Spark compacte tous les fichiers pour avoir en sortie très peu de fichiers avec le taille que nous avons fourni. Mais ça, c'est une opération que vous devez lancer à la main. Il faut le planifier. Il faut dire à ce moment-là, je vais lancer cette opération. Et c'est un peu comme le garbage collector de Java. Ça interrompt les autres opérations. Donc, vous devez faire ça à des moments creux, des moments planifiés. Oui, donc il y avait un besoin pour utiliser un scheduler pour lancer cette opération. Donc, nous, on avait une intégration avec Airflow. Donc après chaque opération d'écriture dans Iceberg, on lance l'opération de maintenance pour optimiser les fichiers écrits. On peut ajouter des filtres pour les partitions concernées par cette opération. On peut laisser Iceberg décider selon les statistiques du fichier. Par contre, Iceberg aussi supporte les requêtes concurrence. Ça veut dire, si on a une opération d'écriture qui est écrite dans un partition et on optimise ou on écrit dans un autre, il n'y a pas de conflit entre les deux. Iceberg et Spark fonctionnent sans problème parce qu'il utilise quelque chose qu'on appelle le optimistic concurrency pour travailler en concurrence. Quelle est l'étape suivante du pipeline de traitement des données? Encouragé par ces résultats, le 30% de diminution de la latence et les 20% pour les coûts, nous avons décidé de migrer tous nos pipelines vers Spark et implémenter une architecture Lakehouse complète. Donc, nous avons défini plusieurs exigences pour cette migration.
Le premier par était exemple. un outil de transformation des données. Parce que malheureusement, DBT, l'outil de transformation des données que nous avions utilisé dans l'ancienne architecture, n'était pas compatible avec Spark sur Kubernetes parce que DBT attend un serveur JDBC qui tourne pour faire la communication. Et dans notre cas, Spark sur Kubernetes, c'est des clusters éphémérales. Chaque application représente un cluster et on le provisionne au besoin. Donc, il n'y a pas un service JDBC qui tourne tous les temps pour exécuter la requête. Donc, nous devions donc trouver une solution permettant aux data analytics et data scientists de créer et gérer leur table avec de SQL. L'autre exigence était un connecteur Tableau pour enrichir les dashboards d'analytics, ouais. voilà. Ou quelle que soit l'architecture implémentée, le table d'analyse devait pouvoir être interrogé par Tableau pour charger ces dashboards, et c'est avec une latence raisonnable, parce que ça pose si par exemple on choisit une techno qui ajoute beaucoup de latence sur les chargements du tableau, et ce sont des dashboards utilisés par des humains, il y aura un problème et il y aura aussi un impact sur les produits. Le troisième était les coûts de maintenance, où la maintenance et l'optimisation des tables Iceberg devaient être automatiques. Comme tu as dit, sur la partie scheduling, on a décidé aussi de considérer ça comme un contraint pour le next step, et sans qu'il soit nécessaire de créer une tâche de maintenance par table, et aussi ces maintenances ne devaient pas impacter les performances de pipeline, contrairement à ce que nous avions avec l'ancien système, Redshift. Ouais. Et les dernières exigences étaient l'observabilité des données, qui était indispensable dans la nouvelle architecture pour maintenir la qualité des données, surveiller le pipeline afin de détecter les anomalies et garantir la gouvernance et la conformité au RGDP. Pour répondre à ces exigences, nous avons adopté une architecture de données médaillon. Une architecture médaillon, c'est quoi une architecture médaillon? Ouais, donc une architecture médaillon, tout simplement, c'est un modèle de conception des données utilisé pour organiser logiquement les données dans un lakehouse, dans le but d'améliorer progressivement la structure et la qualité des données à travers chaque couche de l'architecture. Nous avons souvent 3 couches, bronze, silver et gold, avec de niveaux de qualité différents entre les 3. Qualité métier, on parle. Les qualités métiers déjà pour la partie bronze, on a décidé de les rendre entièrement gérés par AWS. Donc nous avons remplacé l'écriture des fichiers JSON et la transformation en Iceberg via une application Spark par une écriture directe en Iceberg depuis Firehose, qui est une nouvelle fonctionnalité ajoutée dans Firehose. C'est ce que j'allais dire, ça vient d'être ajouté récemment dans Firehose. Ouais, et nous sommes en train aujourd'hui de migrer les tables de cette couche vers S3 Tables, qui est un service de table managé par Iceberg, managé par AWS. Et qui a été lancé en novembre-décembre à reInvent en 2024. Oui, nous avons quelques challenges, quelques problèmes avec l'intégration parce que l'intégration complète pour ces services est faite pour SageMaker Analytics. Mais vu qu'on n'utilisons pas ces services, on n'utilise que Athena pour tout ce qui est exploration et Spark. Donc, il y a quelques actions à faire manuellement. Donc, on ne peut pas reproduire la même configuration entre plusieurs environnements. On a fait une feature request à l'équipe du support et ils ont dit qu'ils travaillent sur ça dans le futur. Donc, j'espère que ça ne prend pas du temps. On espère que ça va avancer. Ouais. Et l'autre couche, c'est la couche Silver. Ça sert à dédupliquer, transformer et valider le chemin de table bronze, ainsi qu'à créer de tables intermédiaires utilisées pour la création de tables gold. Toutes ces tables sont écrites et gérées par Spark. Et pour simplifier la création de ces tables, et vu que DBT n'est pas compatible avec Spark sur Kubernetes, nous avons créé notre propre framework avec une intégration Airflow pour exécuter des requêtes SQL via Spark sur Kubernetes. Ces frameworks a des features similaires aux features de DBT, comme l'auto-évaluation des schémas, si on ajoute des colonnes pour le table, ou on les supprime. Il y avait aussi le templating Jinja pour pouvoir injecter de templates depuis Airflow. Et aussi, il y a des checks de qualité pour lancer des checks après chaque opération pour valider que le data ne contient pas de duplication, que le nombre par exemple, de records par utilisateur ou par campagne atteint certains seuils. Et la dernière couche est Gold,
Elle contient de Ça, tables agrégées et parfaitement propres. Oui, ça c'est les données gold, comme tu dis, en or, où les données sont nettoyées et puis utilisées par d'autres parties des applications. Yes, donc ces tables sont souvent triées par le filtre et les clés d'agrégation utilisées dans les dashboards Tableau. Et comme le data analyst et scientist sont les propriétaires de cette couche et que le traitement n'est pas trop complexe, nous utilisons DBT avec Athena pour créer et alimenter ces tables. Et pour Tableau, nous avons choisi d'utiliser un format recommandé par Tableau qui s'appelle Hyper pour optimiser les performances de nos dashboards. Donc, on fait plus de requêtes interactives avec les data. À chaque fois qu'on modifie les données, on crée un nouveau fichier Hyper qui est connecté à nos dashboards. Et la lecture de ces fichiers, il est trop rapide parce que c'est un format créé par Tableau spécifiquement pour l'intégration au dashboard. Et le résultat, c'est que toutes les données sont sorties de Redshift et sont dans le Lakehouse maintenant. Exactement, toutes nos données de 3 couches sont stockées sur S3 et on utilise Glue pour tout ce qui est découvert des données et catalogue Iceberg. Les données sont exploitables par plein de services, par Spark, par Athena, par Python avec PyIceberg, en Rust avec tous les technos supportés par Iceberg. Pendant qu'on préparait cet épisode du podcast, tu m'as dit réduction de la latence de 9 heures à quelques dizaines de minutes, c'est ça? Ouais, donc pour le résultat de cette migration, cette nouvelle architecture nous a permis d'intégrer de nouvelles sources de données jusqu'à doubler le volume de données et également à traiter 3 fois. Doubler le volume de données. Ouais, et à traiter 3 fois plus de données parce que nous avons traité les nouvelles données intégrées. Nous avons pu aussi augmenter la fenêtre temporelle de nos features de machine learning. Nous avons créé beaucoup plus de features de machine learning. La quantité, les volumes de données traités est égal 3 fois les volumes que nous avions au début 2024. Et aussi aujourd'hui, notre cluster Spark passe de 0 à 3000 processeurs et 24 teraoctets de RAM en moins de 2 minutes, réduisant le temps d'exécution de nos pipelines par 10. Wow, donc les temps de pipeline d'exécution divisé par 10, la taille, le volume de données multiplié par 3, les coûts qui diminuent probablement également. Oui, bien sûr. Mais pour les temps d'exécution, on a aussi fait des benchmarks. Quel que soit le nombre de requêtes concurrents, ont maintenant les mêmes latences et le même temps d'exécution parce que Spark il est hyper scalable grâce à EKS et Carpenter. De plus aussi, grâce à Spark, certains features de machine learning sont désormais calculés en moins de 35 minutes contre 9h35 minutes par Redshift. Ouais, il fallait une journée métier avant, un business days, et maintenant on parle de quelques minutes. Et pour les coûts, il faut parler sur des coûts. Donc, il y a déjà les coûts S3, les coûts de stockage. Ouais. Donc, malgré que S3 est devenu le service de stockage principal, la lecture nous coûte 9 fois moins cher qu'avant grâce aux optimisations d'Iceberg et sa structure de métadonnées. Parce qu'on fait beaucoup moins de list operations, beaucoup moins de get parce qu'on a beaucoup moins de fichiers. Le planning de requêtes, ça se passe directement sur les métadonnées au lieu de lister les fichiers et lire les footers un par un. Donc, la lecture des fichiers nous coûte 9 fois moins cher. Et les coûts des calculs, et malgré qu'il faut souvent payer beaucoup pour réduire la latence, ce n'était pas le cas pour nous. Grâce à Carpenter et le nœud spot de EKS, nous payons 3 fois et demi moins pour EKS que pour Redshift. Donc votre cluster EKS tourne sur des instances spot, c'est ça? Donc des instances réclamables par AWS à tout moment, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Et c'est Kubernetes qui s'occupe de les remplacer si jamais elles sont réclamées. Effectivement, pas tous les pods. Donc, dans Spark, on a 2 types de pods. On a un pod qui est le driver et qui synchrone, qui distribue le charge et le travail au pod de exécuteur. Pour scaler une application Spark, on crée plus des exécuteurs. Donc, on a beaucoup des exécuteurs. Si on perd un exécuteur à un moment, c'est pas très grave. Spark crée un nouveau et refait le calcul à partir du dernier moment où on a le data. Donc, ce que nous avions décidé de faire, c'est de lancer le pod de driver sur un pod on demand qui n'est pas réclamable par AWS et lancer tous les exécuteurs sur de nos spots
Si Comme ça, si jamais ils sont réclamés, on peut recommencer le job simplement à l'endroit où il s'était arrêté. Exact, c'est juste on fait un retry. Spike il est complètement fault tolérance, donc il continue le travail sans problème. Par contre, au début on était de full spot, donc il y avait des moments où il n'y avait pas de spot machine disponible dans certaines régions. Donc ce que nous avions décidé est de créer plusieurs règles dans Carpenter. Donc on essaye d'abord de trouver une machine spot. Si c'est pas possible, on fallback sur on demande. Donc comme ça, nos job spikes sont toujours disponibles. C'est juste un trade-off entre la disponibilité de nos jobs et les coûts. Donc dans la plupart des cas, on trouve des spots, mais parfois il y a beaucoup de jobs qui tournent en parallèle. Peut-être aussi les autres clients d'AWS lancent des jobs en même temps. Qui utilisent beaucoup d'une instance. La disponibilité des instances spot, ça dépend du type d'instance aussi. Est-ce que vous avez essayé de panacher différents types d'instances pour avoir un peu plus de chances d'avoir un spot disponible? Effectivement, c'était une recommandation de l'équipe AWS. Au début, nous avions de images Docker juste pour ERM. Donc, on était complètement sur Graviton et c'était recommandé par la communauté des Spark de ne pas utiliser des architectures différentes parce qu'il y aura une différence entre les pods qui synchronisent entre eux. Ouais. Donc, l'expert d'AWS de MR et KS nous a dit qu'il y a des clients qui font ça. Il n'y a pas de problème, à condition que les mêmes versions des Spark, les mêmes versions de Iceberg sont utilisées dans tous les containers. Nous avons fait un benchmark, un test, et c'est bien passé. Donc, nous avons grandi beaucoup les nombres de choix sur les machines. Aussi, on a un très grand choix de machines et des familles acceptées par Carpenter. On laisse Carpenter choisir les nœuds selon les demandes du pod et la disponibilité et les prix aussi, parce que Carpenter il est trop optimisé pour réduire les coûts de l'infrastructure. Alors, votre solution est en production maintenant. J'aime bien terminer cet épisode en parlant des perspectives du futur. Comment est-ce que vous voulez l'améliorer? Peut-être que vous voyez aussi des limites à force d'opérer la solution maintenant à grande échelle. Comment ça se passe et qu'est-ce que tu vois pour le futur? Nous, chez Voodoo, nous travaillons en mode itératif. Donc, on a considéré que cette itération est finie et nous avons continué à scale. L'itération suivante. Là, actuellement, on travaille sur l'itération suivante. Donc, dans la partie Gold, comme j'ai expliqué, on utilise DBT avec Athena pour gérer les tables. Nous avons commencé aussi à avoir des problèmes avec Athena, où certains pipelines font beaucoup d'agrégation et Athena, la taille de mémoire de nœuds est un peu limitée et on n'a pas la main sur la mémoire de nœuds. Sur le nœud qui est utilisé, c'est un service entièrement managé, donc vous ne pouvez pas choisir le nœud d'Athena. Ouais, sauf qu'on peut utiliser les réserves de capacité, mais c'est pas convenable à nos besoins. Et vu que DBT n'est pas compatible avec Spark sur Kubernetes, nous avons recherché une solution pour lancer de DBT avec Spark sur Kubernetes. Nous avons trouvé qu'on peut utiliser Apache QB. Alors, c'est quoi Apache QB? C'est un gateway, Unified Gateway pour lancer des requêtes SQL sur plein de moteurs comme Spark, Flink, Trino et pas mal d'autres. Donc, nous utilisons aujourd'hui Apache QB avec DBT pour lancer de Spark sur Kubernetes. On ne passe plus par notre framework. L'idée, c'est de passer complètement par ces projets qui fera l'interface GDBC. Mais il y a beaucoup de challenges aussi pour tout ce qui est authentification, autorisation et disponibilité de services parce que c'est un nouveau service, c'est un service en plus à gérer avec une base de données aussi en plus à gérer. Mais ça peut réduire beaucoup la complexité de notre architecture parce que l'idée c'est d'avoir un seul moteur, un seul dialecte SQL dans tous les jobs et aussi d'avoir les full control sur les ressources utilisées par job, comme j'expliquais, parce qu'on n'a pas le main sur les ressources d'Athena. Donc, nous avons déjà commencé à la migration vers QB. Nous avons commencé par les modèles qui sont lancés sur Athena.
Aujourd'hui, nous avons migré la moitié de ces jobs et l'objectif de finaliser cette migration et passer ensuite sur les requêtes qui sont créées par notre framework en interne et de ne plus utiliser ces frameworks et de passer complètement sur DBT vu qu'il y a beaucoup des optimisations récemment ajoutées à DBT. Donc, on va garder DBT dans le futur et Spark sur Kubernetes, ça tourne très bien. Donc, ce qui était manquant dans notre stack, c'est l'interface entre les deux qui est Apache QB. Oui, c'est la glue, sans faire de jeu de mots, avec les services AWS, évidemment, entre toutes les briques et le Kubernetes et Spark sur Kubernetes. D'autres axes pas nécessairement d'amélioration, mais des nouvelles possibilités offertes par cette nouvelle plateforme Lakehouse. Avec Parquet, nous avions quelques problèmes avec Astor. Nous avons plusieurs fois atteint les limites du quota de Astor. On a reçu les fameux 503 slowdown de Astor à cause throttling. Ouais, c'est ça. Avec Iceberg, nous avons essayé plusieurs fois aussi d'utiliser, par exemple, un mode storage, object storage. Ça ajoute un préfixe, comme préfixe, un hash aléatoire pour distribuer aléatoirement les fichiers d'une partition. Mais par contre, nous avons vu que aussi la scalabilité de Astor il est un peu intelligent. Par contre, si on a un nouveau spike de requêtes, Astor prend un peu du temps pour distribuer la charge. Oui, parce qu'il doit recharder et redistribuer les données sur plusieurs shards. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec AWS pour scaler, pour trouver des solutions. En augmentant par exemple le nombre de retries côté Spark pour éviter d'avoir un failure, de donner plus de temps à Spark et Astor pour faire le scale. Aussi, vu que Spark est devenu le moteur SQL principal, nous avons aujourd'hui plus de 100 jobs de Spark et c'est très difficile à détecter un problème dans l'un des jobs. Donc nous travaillons sur la surveillance de job. Et l'observabilité de la solution. Oui, mais en mode push au lieu de pull, ça veut dire on crée un event listener. Ça veut dire chaque job envoie des métriques vers un service qui est, dans notre cas aussi, Kinesis. Et ça sera traité par des applications des streams. Donc, on envoie ces métriques. Si on trouve une différence entre deux runs de Spark, pourquoi on peut trouver des différences? Parce que dans Spark, il y a le AKE, les Adaptive Query Executor. Donc, dans Spark, on peut avoir des différences de perf selon les volumes de données. Ça veut dire si par exemple demain on reçoit le double des volumes, Spark peut changer les stratégies de join ou les stratégies d'optimisation. Et ben dans ce cas, on peut avoir une différence de perf. Donc pour détecter ces changements automatiquement, nous essayons d'utiliser des stream applications qui comparent entre les différents métriques de run pour envoyer des notifications sur Slack et comme ça, un de nos data eng va taper sur les jobs et regarder ce qui se passait. Parce que surveiller plus de 200 jobs avec milliers de runs par jour, c'est impossible. Ouais, il faut trouver le bon niveau de granularité des notifications pour s'assurer que les notifications soient vraiment utiles et qu'il y ait un humain qui doit vraiment aller regarder et pas générer du bruit finalement, parce qu'avec plus de 100 jobs, c'est facile de générer du bruit en matière de notification. Et aussi pour la partie maintenance et optimisation des tables Iceberg, donc nous testons plusieurs services. Il y a les S3 Tables. Ouais. Il y a aussi une nouvelle feature dans les crawlers des Glue pour faire des optimisations automatiques de tables Iceberg. Par contre, le 2 ne supporte pas encore l'optimisation de type sort et clustering. Il n'y a que le beam packing, ça veut dire juste la compaction en basant sur les tailles. Et dans les niveaux Silver et Gold, nous utilisons des optimisations de type sort et Z-order. Donc si je rephrase, ça veut dire que vous utilisez des optimisations d'Iceberg qui ne sont pas encore disponibles dans S3 Tables, ce qui vous empêche d'utiliser S3 Tables pour le moment. Dans la couche Silver et Gold, mais c'est déjà utilisé dans Bronze. Ok. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisations avancées dans cette couche. Et nous travaillons avec une nouvelle start-up américaine qui s'appelle Rift sur un POC. Rift développe un service de surveillance de table Iceberg. Il se connecte à Astor et au catalogue. Dans notre cas, c'est Glue.
pour extraire de metadata sur les tables. Et aussi, il fournit un listener de Spark pour extraire le métadonnées. Ça veut dire si on fait beaucoup de requêtes sur certaines partitions et ces requêtes font de sorte dans les job Spark, leurs produits proposent des optimisations de type sort par ces clés, qui était un de nos objectifs dans les listeners. Mais vu qu'on n'a pas du temps pour avancer sur ce projet, nous avons décidé de faire un partnership avec un client. Mais c'est en mode POC toujours. Donc, nous profitons de leur service pour améliorer nos tables. Ils profitent de notre feedback et notre expertise en Spark aussi pour améliorer leurs services. Et c'est un win-win. Un win-win. Pour parler un bon franglais. Un voyage fascinant dans le monde de la data. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe quand je joue à un jeu sur mon téléphone et qu'il y a une pub qui s'affiche pour que ça puisse s'afficher à ce moment-là, etc. Il y a beaucoup de travail d'analytique, de préparation des données et beaucoup de traitement de données. C'est ton métier, Hussein. Merci d'avoir expliqué tout ça avec beaucoup de clarté. Hussein Awala, tu es Senior Data Engineer du Ad Network chez Voodoo. Merci d'avoir été dans le podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain dans une autre application, dans vos applications de podcast pour un autre épisode du podcast en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.